choisir avec moi ce qu'on va faire. Donc, il y a l'enfant qui réussit mal l'école. Il y a l'enfant différent, l'enfant qui somatise, les 100 visages de la dépression et la consultation avec l'adolescent. Pour ne pas vous fatiguer, parce que je pense que c'est un peu difficile. Voilà, j'ai قابلت مع داك السي الركراكي قلنا بانه دونك اون في كمان كالكو تيم ان شاء الله البروفيسور شي خطره عاوتاني باش ما يكونش ترو دو ياك. On parle de. Je choisis un. لا ماشي داكشي. حنا نورمالمون اون افي بريفي لونفون ديفيرون. مزيان نكونوا نبقاو في هذا لونفون ديفيرون من بعد نديروا هذا الشيء اللي كنا اون افي بريفي. Oui, pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce que j'ai compris, c'est-à-dire la demande différente avec le pédiatre. Et tout ça, c'est demande différente. Parce que l'enfant différent, on va le voir, c'est une entité parmi les demandes. Donc on fait que l'enfant différent et on arrête. Les 100 visages de la dépression. J'ai bien vendu la dépression. Oui, la dit 100 visages, allez chante. Oui. Oui. Excusez-moi, je vais rester assise un certain moment, je récupère l'énergie, je me mets debout. Alors, je vais vous dire ce qui est l'enfant différent, appellation pédopsychiatrique, et vous allez me dire, est-ce que c'est la même chose? Donc, c'est quoi l'enfant différent? L'enfant différent est un patient de la consultation pédiatrique et pédopsychiatrique. Ça reste un enfant qui vient consulter chez vous, mais inconsciemment, on se dit que c'est un patient dialopsychiatre, alors que ce n'est pas le cas. C'est un enfant comme les autres qui peut aussi présenter une pathologie somatique par malchance, et donc il aura besoin des soins des pédiatres. Je vais vous exposer deux situations cliniques. Il y a Leïla qui est âgée de 6 ans, qui est suivie pour un trouble du spectre autistique moyen non-verbal, et donc il est connu, suivi par le pédopsychiatre, en l'occurrence par notre formation, et qui présente une insomnie avec une auto-hétéro-agressivité. Et donc le pédiatre qui va l'examiner, il va dire à la maman, allez-y chez le pédopsychiatre, c'est des troubles de comportement en rapport avec le trouble de spectre autistique. Alors que c'est une fille qui ne présentait pas de comportement perturbateur. On a un peu poussé l'entretien avec la maman et on trouve que la fille fait des mouvements récents. C'est-à-dire qu'il va se frotter l'oreille soit contre l'oreiller d'Yelha, quoi. Le résident fait l'examen et il trouve un ganglion. Est-ce que ce n'est pas une otite? On envoie chez l'ORL parce qu'on n'examine pas malheureusement, malgré que les psychiatres des enfants examinent les patients, ce n'est pas comme l'adulte, il ne faut pas toucher l'enfant. On a l'approche corporelle qui rassure. Donc le pédopsychiatre peut dévêtir le patient dialogue, peut ausculter, mais on n'avait pas d'autoscope, donc on envoie chez l'ORL, il va parler d'une otite moyenne aiguë. Et donc les troubles de sommeil, le comportement bizarre n'a rien à voir avec le TSA. Donc le TSA peut avoir aussi une pathologie somatique. Et donc ce n'est plus un enfant différent, c'est un patient tout court. Deuxième situation, Riyad qui a 5 ans et qui est suivi en pédiatrie pour syndrome de Smith-Magenis et qui a des troubles de comportement de l'humeur et qui est sous psychotrope. Là, il y a une indication. On l'a mis sous psychotrope, mais les choses deviennent un peu plus intenses. Et on demande à la maman qu'est-ce qu'il y a, il suspecte un abcès dentaire. On envoie chez le dentiste, sous anesthésie bien sûr, il fait l'examen, il fait les soins. La problématique somatique, elle est résolue, et aussi les troubles de comportement qu'il avait. Les troubles de comportement ou le comportement perturbateur chez un enfant qui va vous paraître un enfant dit à la pédopsychiatrie, c'est généralement un mode d'expression de quelque chose qui ne va pas mal, qui ne va pas bien, pardon. Ça, c'est un enfant qui a mal quelque part. Un enfant qui ne parle pas, il ne va pas dire qu'il a mal. Surtout, ce sont des enfants qui ne parlent pas en général. Donc un enfant qui ne sait pas communiquer, donc il va communiquer la douleur somatique par quelque chose de comportemental. Ce sont des enfants, excusez-moi, peut-être que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais c'est la réalité, que ce sont des enfants les plus mal soignés parmi notre patientèle. C'est un syndrome génétique. C'est un syndrome génétique où il y a des manifestations neurologiques et des manifestations musculaires avec une part de la psychiatrie qui est l'impulsivité et l'agressivité. Et donc on était deux sur la situation, aussi bien la pédiatrie que la pédopsychiatrie. Et on avait prescrit le psychotrope pour gérer. Ça va se calmer, puis à un certain moment,
les choses vont s'aggraver. Et là, on pose une question, est-ce que ce n'est pas en rapport avec quelque chose de somatique et de récent? Parce que ce n'est pas ça c'est pas sur ce mode de fonctionnement que l'enfant fonctionne normalement. Donc, qui sont ces enfants différents? Il y a des enfants qui vont présenter des handicaps. Et la fausse idée dit que l'handicap, je sais, vous êtes des médecins et vous le savez très bien, mais là, il faut le dire, c'est l'inconscient culturel, c'est que l'handicap, c'est la chaise roulante. Alors qu'il y a des handicaps qui ne sont pas visibles, comme l'handicap visuel, l'auditif, le psychique, le psychiatrique, la déficience intellectuelle, maladie invalidante. C'est ce que nous appelons, nous, les enfants différents. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Donc ce sont des enfants nombreux. Les dernières statistiques bien valides, c'est ceux de l'enquête nationale sur le handicap 2014 qui a touché tous les âges, non pas seulement les enfants. Et vous voyez que ça concerne quand même 1,5% des enfants du Maroc, avec des proportions importantes pour les moins de 15 ans. C'est quoi la dangerosité c'est pas la dangerosité, mais c'est quoi les risques de pratique lorsque vous êtes devant un enfant qui est différent? C'est qu'on reste des humains, malgré qu'on est des praticiens, donc on reste sous le piège de nos représentations et préjugés. Donc l'enfant qui est en situation de handicap, c'est un enfant anormal par rapport à l'enfant que vous voyez en consultation. C'est un enfant face auquel nous avons un sentiment de malaise, d'étrangeté, comment je dois m'y prendre? Est-ce que ça vous arrive? Oui. C'est souvent des enfants qui sont vus comme étant distordus ou fous, qui sont violents, impulsifs et finalement dangereux. Donc je vais minimiser le temps de rencontre médicale et je vais envoyer chez le psychiatre, c'est à lui de voir. Ils atterrissent dans nos consultations avec une pathologie somatique. Parce que comme vous avez le flair de voir ce qui est psychiatrique plus que le somatique, nous avons la même chose. On a un répertoire de maladies psychiatriques et on sait que ça ne dépend pas complètement de la psychiatrie. Est-ce que je vais me mettre devant parce que je ne suis pas à l'aise sur la chaise, comme ça je vous vois le coup. Donc l'handicap n'est pas une limitation d'intelligence et ça nous arrive avec l'infirmité motrice cérébrale. Comment vous définissez l'infirmité motrice cérébrale? C'est une atteinte motrice. D'origine cérébrale. C'est la paralysie cérébrale. C'est quelque chose de mental qui est d'origine cérébrale, mais que les capacités cognitives ne sont pas touchées. Ça peut s'associer, mais ils ne sont pas touchés. Et ce sont des enfants qui viennent en chaise roulante et qui atterrissent la consultation viennent là parce qu'ils sont écrits déficients intellectuels, alors qu'ils ont un très bon contact. Bien sûr, ils auront une légère limitation, mais pas au point de parler d'une déficience intellectuelle. Et donc, est-ce que vous voyez la limite, elle est où? La limite, elle est assez floue entre nos pratiques et les vôtres. Et on a tendance à voir que le circuit de soins des enfants, il est aussi confus. Ils ne savent pas est-ce qu'ils dépendent du psychiatre ou est-ce qu'ils dépendent du pédiatre. Alors qu'ils sont des êtres normaux, qu'ils ont le droit, entre guillemets, de faire de la pathologie et de faire l'autre. C'est aussi, quoi qu'on fasse, on est un peu découragé, on va dire quoi qu'on fasse, les capacités d'évolution de cet enfant, ils sont limitées. Qu'est-ce que ça va faire lorsqu'on a ces représentations psychologiques? Ça va nous influencer dans nos attitudes, donc soit qu'on va être en retrait, on va éviter, soit qu'on va avoir des stéréotypes dévalorisants, on va culpabiliser les parents parfois, on va exclure l'enfant parce qu'on a un prétexte de violence et de sécurité, et de toutes les manières, ils ne seront pas bien soignés. Donc pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut se placer du côté de l'enfant différent. Donc l'enfant a vécu une perception du monde qui est spécifique à lui. L'enfant, c'est pourquoi on ne parle plus d'enfants handicapés ou avec besoins particuliers, en tout cas dans le vocabulaire psychiatrique. On parle d'enfants différents, c'est-à-dire c'est un enfant, mais qui a une perception différente du monde. Lui, il se développe dans sa maladie. Pour lui, c'est la normalité. C'est l'extérieur qui voit qu'il n'est pas normal. Malgré qu'il soit, par exemple, sourd, il peut développer des communications. Avec la communication non verbale, on va l'interpréter nous comme des troubles de comportement, parce qu'il va être dans le contact direct, parce qu'il va être, il va peut-être perturber les gens, mais là c'est pour lui c'est une stratégie adaptative, n'est pas complètement pathologique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour les aider, on va justement voir il est où la différence et on va lui proposer une stratégie adaptative qui est socialement acceptable, autre que la médication. Autre que de prescrire, autre que la dangerosité, autre que la psychiatrisation. C'est-à-dire que c'est un malade de psychiatrie. Voilà, donc l'enfant, il va se développer avec un défi. Et là,
ses envies, ses projets, mais elle a une limitation d'activité. Et donc, il va trouver une façon de faire l'équilibre, mais cet équilibre de l'enfant n'est pas un équilibre fonctionnel et opérationnel. Ça peut se manifester sous forme de symptômes, sous forme de stratégies qui ne sont pas opérantes et sur lesquelles on doit agir. Ça, c'est un côté. L'autre côté, c'est lorsqu'on se place des côtés des parents qui ont un enfant différent. Il faut savoir que lorsque vous allez nommer le mal, l'annonce va être traumatique. Une maman qui vient et pour laquelle vous allez dire qu'il y a une déficience intellectuelle, le monde va s'écrouler parce que ce n'est pas ça ce qu'elle s'attend des jeunes filles ou là lorsqu'il s'est marié, là pour avoir des enfants. Ce n'est pas le produit qu'il attendait. Et donc c'est toujours lié à un traumatisme. Il va activer des processus inconscients chez chacun qui va perturber et modifier l'écoute. C'est pourquoi on a l'impression qu'ils vont venir chez nous. On va être très bienveillant et on va donner l'information médicale. Mais ils vont partir du cabinet ou le cadre de consultation, ils n'ont rien retenu. Ce n'est pas parce qu'on n'était pas clair, mais parce qu'eux, ils étaient dans un état de sidération. Ce n'est pas à quoi ils s'attendaient. Complètement. Et donc, l'écoute de chaque famille, elle est différente. Est-ce qu'ils avaient dans leur histoire quelque chose de cet ordre-là? Est-ce qu'ils vont s'identifier à un cousin qui a viré vers la psychiatrie? Est-ce qu'ils vont voir rapidement l'extrapolation dans le devenir de l'enfant? Donc, c'est un enfant qui ne va pas avoir des études. Le profil complètement négatif qui, malheureusement, plus ou moins valable dans le contexte d'Yana, parce que les enfants ne sont pas bien pris en charge à l'école. Je voulais vous parler de ça, le cercle de deuil de l'enfant ordinaire, c'est-à-dire l'enfant qu'on a espéré avoir. Et donc lorsque vous allez dire que c'est un enfant qui est différent pour une raison ou pour une autre, les parents ils vont traverser les étapes d'acceptation. Et ça c'est valable pour toutes les mauvaises nouvelles, je ne souhaite pas des mauvaises nouvelles, mais c'est valable pour toutes les mauvaises nouvelles que l'être humain peut recevoir. Il y a c'est l'état de choc. La sidération, et puis j'écoute rien, le mode sensoriel se bloque, se verrouille. Et donc vous avez beau à expliquer pendant 1 heure, vous leur donnez un rendez-vous, ils reviennent, rien ne se passe. Ou là complètement, ils vont rester sidérés dans un autre monde, ils vont partir, ils ne vont plus revenir. Le déni, c'est lorsqu'ils vont dire que ça n'existe pas, ce que vous dites n'est pas vrai. Ce sont les parents qui vont prendre la casquette de thérapeute et qui vont prendre en charge leur enfant parce qu'ils ne font pas confiance à ce que vous avez dit. Le déni, c'est-à-dire ah non, c'est pas vrai, je ne crois pas ça. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils raclent Google, ils apprennent les méthodes qu'il faut faire. خصني ندير معاه شويه ديال l'orthophoniste, غيدير كاع l'orthophoniste, ندير معاه شويه ديال هادي، غنعطيه هادو غيولي مزيان، اولا لي ريجيم اللي كاينين هادو اترافير. Et je vais faire un détour de l'information médicale et des parcours de soins parce que je ne suis pas convaincue. Ça, ce sont des phases dangereuses. La colère, ce sont les passions, pour une raison ou pour une autre, je dois m'accoster à là, ils vont faire de la projection contre vous. Tout ça, c'est inconscient, ça n'a rien à voir avec vous. Je vous l'explique, mieux tu vois des réactions, ça n'a rien à voir avec moi ou mon diagnostic ou l'attitude, ça a à voir avec un cheminement que les parents vont faire. Va être en colère, c'est-à-dire à doit l'expliquer à Marc Lina Walou ma كينعش هذاك كي تعاملات معايا l'assistant شوف l'infirmière كيفاش دارت لي alors que c'est tout à fait normal, rien ne s'est passé là عاودتو ديك لا séquence في الكاميرا ما تلقاو حتى حاجه وقعت. Mais c'est des parents qui viennent projeter la colère اللي عندهم sur l'autre. او لا الطب في المغرب ما صافي حتى شي حاجه والسبيطارات ما كاينينش وهذا المغرب متاخر. Ça n'a rien à voir. كون شفتوهم سيمانه قبل من لانونس غيكون عاجبهم الحال وعمر هذا والبلاد زوينه. Puis après, il y a la peur. Là, lorsqu'on appelle ça, on se névrose un peu, on commence à avoir des angoisses, ça c'est bien. La peur, c'est-à-dire que je commence à douter de ma réaction. Et si jamais, on commence à faire ça, et ça, ce qu'on appelle la phase de compromis aussi, c'est-à-dire aider à négocier mal. On essaie de faire des compromis. Ça, c'est une bonne ébauche. C'est-à-dire que vous êtes en dehors des réactions un peu dangereuses. Puis il y aura de la tristesse, c'est les moments qui vont pleurer, ils vont être en larmes, quand les consultations que vous n'allez pas pouvoir arrêter, ou c'est pas les parents, excusez-moi, mais c'est les pères qui prennent la fuite en général. Donc c'est des pères qui vont plus venir, et c'est les mamans qui vont, ce qu'il ne peut pas, il est tellement triste pour son enfant. Puis après vient l'acceptation, le pardon, et là, il va s'engager complètement. Le piège qu'il y a là, c'est que vous avez 2 parents. Et donc,
il se peut que la mère s'engage dans l'étape, le père va faire l'étape ou là qu'il y ait un décalage, il est plus rapide que l'autre. Le deuxième piège, c'est que le temps psychique, il est individuel, il est personnalisé. Ça dépend de chaque personne, de son histoire humaine et son histoire psychologique et psychique. Il se peut que le cercle d'acceptation se fait pour certains sur une semaine, pour d'autres sur un mois, pour d'autres sur des mois, et pour d'autres où ça va vous faire appeler des patients, vous les suivez depuis 3 ans, 4 ans, le compromis. Ça n'a rien à voir avec le temps réel, ça a à voir avec le temps psychique de la personne. Ça peut vous aider à comprendre des choses par rapport aux patients. Si vous voulez bien comprendre, ça c'est un téléfilm magnifique qui est fait sur un jeune couple qui a eu son premier enfant en trisomie 21. Ça s'appelle Apprendre à t'aimer. Et donc vous allez voir le décalage qu'il y a eu entre l'acceptation chez la maman qui s'est rapidement engagée dans le circuit de soins et le père qui était complètement dans l'évitement de la situation. Jusqu'à ne pas s'identifier à cette fille, n'est pas sa fille. Il va s'approprier à la fille, à la fin il y a le film. Et donc juste pour que vous compreniez un peu les réactions des parents, vous allez voir des séquences qui vont vous rappeler ce qui se passe dans la consultation. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça va vous arriver, ça c'est à coup sûr, et ça nous arrive presque chaque jour, tous, d'annoncer des mauvais diagnostics, et d'annoncer des mauvais pronostics, d'annoncer des choses qui ne sont pas tellement bonnes pour les parents. Et donc, il faut savoir que l'annonce n'est pas un moment isolé, le moment où les recommandifs le bureau. C'est un processus qui se fait en dehors de votre institution. Le processus, il est ailleurs. Ce n'est pas parce que j'ai programmé aujourd'hui que je vais annoncer que les choses sont finies. C'est un chemin à prendre avec les patients, compte tenu de leur évolution. Et donc le temps psychique et les autres, il y a ce qu'on appelle le concept après-coup, c'est-à-dire que il y a l'information et il y a l'intégration de l'information. Et entre l'information que je donne et que le patient intègre l'information, il faut un temps. Il faut respecter le temps de chacun. Parce qu'il peut ne pas réagir au boulot l'orthophonie, psychomotricité, il me le dar, qui j'ai l'après-coup traumatique. Ah là là, quelle information j'ai eu aujourd'hui. C'est ça l'après-coup. Est-ce que ça joue le fait que, par exemple, un patient, le patient, le père ou la mère, est pédopsychiatre, le fait d'être conscient, avoir une certaine culture, peut faciliter le dialogue avec le شخص ou accélérer le processus, ou là, de toute façon, c'est une évolution psychique obligatoire pour tout le monde. C'est un processus psychique qui est obligatoire. Sauf que lorsque vous allez intervenir, vous êtes conscient, parce que c'est des processus inconscients. Et si vous ne le repérez pas, donc lorsque vous allez pointer ça, et que vous allez ouvrir des champs d'action, on va voir l'annonce comment, c'est-à-dire que vous allez ouvrir des champs d'action, ne pas donner que l'information, mais vous allez ouvrir l'espoir de la personne, vous allez mettre un moteur pour que les choses s'accélèrent. Et parfois, votre question elle est pertinente, docteur Legrégui, parce que parfois on peut sauter l'étape sans passer par la tristesse ou le compromis, mais par l'acceptation, parce qu'on est accompagné. Le cercle comme le circuit, on n'est pas accompagné. C'est un cheminement et peut-être ça va vous rappeler des mauvaises choses, je suis désolée, mais si vous vous mettez pas de la situation, se mettre une mauvaise nouvelle, la mort d'un être qui est cher, vous allez vous identifier. Vous allez vous identifier. Mais si vous êtes accompagné, les choses vont se passer bien. Le deuil ou l'annonce de l'handicap? C'est la même chose. L'annonce de l'handicap, c'est que je vais être en deuil d'un enfant normal, un enfant ordinaire qui n'a rien, que j'ai toujours espéré depuis que j'étais petit. Que je suis capable enfanter un enfant qui n'a pas de maladie. Mais malheureusement, ça arrive que je donne un produit mauvais. Et donc, il y a de la culpabilité derrière, ça va mettre en... C'est le deuil, c'est la même chose. Avec l'enfant que j'ai espéré, on va le nommer par exemple Mariam. Avec Mariam, أنا ملي كنت صغيرة ما عمرني ما توقعت أنا غادي نولدها trisomie 21 ولا عندها une déficience intellectuelle ولا handicapée ولا sourde. J'ai toujours espéré هذيك مريم أنها تكبر وتولي مزيان وتقرا وتمشي وهذا وسورية. Il y a un deuil. Il y a un enfant que j'ai espéré ou l'imaginaire et un enfant réel qui ne correspond pas à mon imagination. Et ça vient casser des choses.
Ça m'a donné pour la réponse du docteur Greg. Ça dépend de chacun, هو كيفاش داير. Et son histoire دابا personnelle. أنا عندي une amie pédiatre qui a eu un enfant prisonnier. وحطوه ليها ولا بيدياتر اللي شافته ما قالت لها والو بوغ زعما راه هي بيدياتر راه غتشوفو غتعرف. ماشي Alors que زعما les mamans في بزاف هذاك ديال المومون هي قالت لي حلات عينيها لقات هذاك لقات هذاك فريمون هكذا قالت لهم هذا واش هو ولدي قالوا لها قالت لي بوندون بليزيور جور ما كنبقاش فيه غيان جي نو توش با زعما والو ما تنعس عليه انا غادي بيدياتر فهمتي دونك سا ديبون دو شاكان هو كومون واخا يكون عارف. Donc l'annonce n'a pas été faite, l'accompagnement n'a pas été fait, donc il est resté des stades qui sont traumatiques. C'est là quelquefois que au niveau de la prise en charge de l'annonce de l'enfant entre guillemets qui est différent. Quelquefois les parents quand ils viennent, ou nous-mêmes, c'est qu'on a nous-mêmes on a un espoir d'arriver à un résultat. Donc on a un espoir nous-mêmes. C'est vrai quelquefois donc on parle donc de l'optimisme. Oui, on va faire, peut-être. C'est vrai, quelquefois, تنجروا معنا دوك الناس. تنجروا معاهم في هذاك l'espoir. Donc, qu'un enfant, par exemple, il va marcher. Il va pas marcher. واحد أختها عاد تبدا ديك l'étape. عاد واحد أختها donc ils se rendent compte بأنه ça va pas. Quelquefois, ils nous disent oui, دكتورة تعقلتي لنا ولكن عاد يكومونس دوك les étapes ما كانوش الأولين ديال لا كولير هذيك. ما تيبداو حتى ما يبان لهمش داك لو ريزولتا اللي بغاو منك انت. جي رماركي هاد القضيه هادي وقعت لي بليزيور فوا. باسكو حنا دوفون داك ليسبوار حنا نو ميم بيدياتر تقول بون وي دار اون سوفرونس بوتيتر il s'améliore ما كاين والو لو بون ديفلوبمون بسيكوموتور ميم s'il a fait ses journées donc en néonat ولا شحال pour une souffrance néonatale mais après تيجي عندنا هنا في دوك لي بروميير موا ليكزامان بسيكوموتور tout à fait normal il m'a تيبداو لي بروبليم حتى par la suite. Oui. C'est très, ça nous met un petit peu dans le même genre. Annoncer, je parle de mon petite expérience, c'est annoncer la souffrance. Donc, c'est de الناس اللي مستيهش كي كتعاود ليه. ولكن شكون جو مابيل واحد 2 3 فوا خدام ندير فوق شحال. خدام. Le déni ما ولديش هذاك الشيء اللي حكينا كنكونوا بحال قلتي كتكون زوج كتكتب ريتيسيون في لانونس شويه كونها كتقطع شويه راه vous me posez des questions vous donnez des réponses سي بروسيسوس وي سي فري فاش كيكون البروسيسوس كدوز ساهله لاكسبت وكيديه وهذا وصافي. Il y a des choses importantes sur l'annonce diagnostique. La première question, c'est qu'il faut se questionner qu'est-ce que fait le diagnostic un praticien. Est-ce que fait une impuissance scientifique et médicale? Donc ça limite le champ d'action. بغينا ما بغيناش on est des êtres de pouvoir. انا اللي عارف نداويك انا اللي عارف نعطيك الدواء انا اللي عارف مصلحتك. Donc à un certain moment ملي كتكون une limitation ديال le pronostic vous êtes 50% si on bien dit les choses 50% c'est un pronostic péjoratif, il met le médecin dans la situation d'impuissance. وحنا ما كنبغيوش l'impuissance en tant que médecin. On est déteneur d'un savoir donc ça on doit agir. Donc il y a le côté humain. Est-ce que c'est la réaction d'elle? Parfois on se retient pour annoncer alors que les parents ils se remettent rapidement. Parce que ça dépend de chacun, de l'histoire de chacun. Donc qu'est-ce que ça fait le diagnostic indienne? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous appelle la pédopsychiatrie de liaison, c'est-à-dire les activités qu'on fait l'hôpital pédiatrique, mais on est en psychiatrie. On se déplace pour voir les patients qui sont hospitalisés, les services de pédiatrie, tous les services de pédiatrie, pour des avis de pédopsychiatrie. Et donc on nous appelle parmi les activités pour nous dire venez annoncer le psychiatre n'est pas le porte-parole, ne peut pas. Je peux t'aider. Il a une difficulté, mon ami pédiatre, une difficulté à annoncer. Je peux te dire comment, qu'est-ce que ça résonne. L'esprit dialecte, parfois ça résonne avec un enfant. Le même âge où l'enfant dit 2 ans, par exemple 3 ans, ça est arrivé en CCI. C'est un enfant qui avait 3 ans, ça a résonné inconsciemment avec le chirurgien parce qu'il avait un enfant de 3 ans et je dois lui amputer une jambe. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que parce que c'est de la bienveillance. Tu es là pour donner un soin. Donc qu'est-ce que ça mobilise Andy? La deuxième des choses, c'est qu'il doit, pourquoi on dit un processus, programmer là sur 2-3 fois. Troisième des choses, c'est qu'il faut toujours s'accrocher à l'espoir. C'est l'espoir qui laisse survivre l'espèce humaine. Donc il faut toujours réconcilier avec l'espoir.
La troisième des choses, je l'ai marqué en rouge, c'est que les paroles puissent être rapidement suivies d'action. Je vous annonce une mauvaise nouvelle et je ne vous donne pas qu'est-ce qu'on va en main. Je vous annonce une mauvaise nouvelle, on vous dit que c'est moi qui va prendre en charge telle chose. Ce n'est pas le même impact. Donc lorsque vous ouvrez هذا مرض وها هو لو برونوستيك ديالو ولكن عندنا واحد الدواء في المغرب تيليق لهذا الشيء، واحد المعالج يقدر يدير هذا الشيء. دونك هذا الشيء كاين ولكن عنده ça laisse à réfléchir. Les patients يقدر ما يسمعكش ولكن ما غيمشي للدار il va s'accrocher un peu ce que vous avez dit. Donc c'est sûr qu'il va avoir le cheminement. Absolument. Et les parents, ce qui est bien dans l'annonce, c'est que les parents, en général, si on fait des statistiques, en général, ils vont se remettre parce qu'ils doivent acter quelque chose. Donc ils vont revenir. Ils ont quelque chose sur laquelle ils vont se construire. On va se construire sur. On parle des gens, ils peuvent faire ça. Mais si ça vous fait penser les patients, les merdouches, les moyens, c'est des choses qui viennent aggraver les choses. Là, on essaie de voir comment on peut annoncer la chose et comment je peux accompagner les patients. Ça, c'est valable pour tout médecin. Ce n'est pas que le psychiatre. Et parfois, vous allez avec le côté humain œuvrer beaucoup de choses et appeler et chercher des échantillons ou avec des amis et faciliter la vie ou qui j'ai route. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec la colère de l'eau qui n'a pas su finir. Donc, reste à le médecin. Des fois, tu dis que l'on a un tu te dis ça sert à rien de l'annoncer à la naissance. C'est le ton psychique. C'est le ton psychique. Il faut respecter le ton psychique des enfants. Une maman qui est déprimée, est-ce qu'on annonce que l'enfant a un trouble de spectre autistique? Non. Ça te soumet la base de la dépression, mais d'abord, je connais l'esprit clair. Donc, c'est le ton psychique de chacun. Est-ce que les parents ils sont prêts ou pas? Et de préférence, c'est qu'on nous les deux. Malgré que il faut convoquer l'autre pour qu'on puisse s'épauler sur la chose. Un parent il va venir avec l'information, l'autre est automatiquement non concerné. La façon d'annoncer, une façon déjà où il est en colère. Madame Sakhraoui, elle a parlé de l'annonce. Je me rappelle de la femme où je la connais, où elle a une trisomique, petite fille. وانا البرانسيب عندي خصني كلشي نقولو فيها. مشيت قلت لها راه الدريه حتى دارت شي 12 بقيت نتبعها وجات واحد المره لا ميغ في لا ديسكسيون قالت لي راه نهار قلتي لي راه ديك الليله تسحب لها سي ان مونستر ان با دورمي ديك لا نوي تسحب هذاك المونستر غينوض وغادي ليماجينير ديالها مشى في هاد سبحان الله. سي فري كو من تما وليت تنقول مع سينو يفو انونسي باغ ايتاب على حسب البسيشيزم ديالو على حسب هذا باش تقد عملا دي 12 ابري. sur une réalité parce que les parents surtout l'époque ديالنا راه كيسمعوا في لا راديو كيسمعوا في الصال داتون تيتفرجوا في لا تيلي كيشوفوا في الفيسبوك donc عندهم de l'information. Il faut s'appuyer sur des choses. Par exemple l'annonce diagnostique de l'autisme, quand je suis sûre que c'est un trouble du spectre autistique, je leur dis اجمو فكرتوا عند الولد ديالكم après 2-3 rencontres هو ما عرفناش عنده ما تيهضرش ما تيهضر واخا شنو اللي يقدر يفسر هذا الشيء. سمعناه في الراديو واحد الولد تيقول التوحد. اشنو هو التوحد بالنسبه لك؟ خطير عندك انت هو مشكله ديال التواصل. vous essayez de simplifier la chose. مشكله ديال التواصل ما عندهاش علاقه بالذكاء. واش عندك دوك ماشي معقد ذهنيا ولكن راه ما تيداواش ما كيداواش ومرض مزمن ولكن كاين العلاج ديالو. هو زابي ماشي في الاول مدام الله يجازيك بخير درنا هذا الشيء وخرج لينا واحد الشيء عندك ولدك عنده التوحد. سي ديفيسيل. On s'appuie déjà sur une moitié vérité اللي جايه بها لا ماما. كلشي راه كيسمع توحد في لا راديو وكلشي وهذيك هي لاونتيز. Et parfois كاع لي بارون ما كيكون عنده والو تيقول تيمشي sur la pointe des pieds avec توحد. Parce que c'est une angoisse générale. Donc on s'appuie sur des choses les عند les parents pour pouvoir annoncer. L'annonce c'est tout un chapitre mais دابا اليوم كندوقكم شويه قلت شويه ديال لا ديتوكسيكاسيون. دخلنا للتيران ليفري اسوار واحد يكون الروسات ديالو كيدير
ما عرفتش جو بونس دابا راه كاينه في لا كوميونيكاسيون ولات. كاينين des recommandations de Oui. pratique de la langue diagnostique il le faut parce que c'est on l'a fait chaque jour et elle va تقول لي les angines tu annonces quelque chose vous annoncez quelque chose À propos d'angine, le processus, quand on annonce une maladie légère, مش حاجة d'angine, واش كاين هذا البروسيس فيه مثلا إذا كان مثلا هذا سيفون لونغواس ديال لو بير ولا المير داك الشيء يقد يمشي في الراس ديالو انه مثلا نكتير ان نوفوني يمشي ليه الراس ديالو انه سي غراف هذا ويدير هذا البروسيسوس كامل سي ليجي. soit que le parent غيكون pathologique هو عنده شي trouble anxiété généralisée donc كلشي كيبان ليه danger ou là une personnalité paranoïaque كلشي كيشك فيه donc il faut voir est-ce que le parent lui-même le fonctionnement ديالو ما هوش s'il vous pose la question alors que ça vous paraît un diagnostic usuel habituel معروف علاش انت خلعوك les angines alors que معروف شنو هو le traitement ديالو soit il n'a pas bien compris l'information donc اشنو اللي فهمتي انت ملي قلتي اسيدي هادشي شنو اللي فهمتي انت فين هما المخاوف ديالك فين هو الروماتيزم ارتيكولار داكشي تينزل القلب وهذا vous allez donner une information vous vous appuyez في l'annonce على le lien de confiance que vous avez avec vos patients اللي كيكون تيثق فيك et je sais que ça arrive عند البيزيات parce que تتبعوا ليهم وليداتهم donc il sait que هذاك راه الطبيب ديال فلان donc là vous vous appuyez sur le lien de confiance vous n'avez jamais manqué la confiance ديالهم باش تجي لهذاك النهار donc il s'appuie aussi sur ça mais s'il vous pose beaucoup de questions là il y a quelque chose qui cloche surtout. Le deuil vient lorsqu'il y a un événement traumatique, ou la définition de l'événement traumatique, c'est un événement qui vient faire cassure le processus, le parcours de vie de la personne. بحال شي ريفيير غاديه ورمينا فيها واحد الحجره وكتهرش شي حاجه سي لا كاسيون ça vient perturber l'écoulement de la vie normale mais انه يكون un événement هذا بحال رمينا شي حجره صغيره ça peut faire de la zizanie ولكن ça va passer. Il y a un truc très bien joué, c'est que il faut que quand on annonce un diagnostic, il faut qu'on soit unanime. Oui, complètement. Là, non. L'objectif de l'association, c'était ça. Parmi les objectifs d'IALA, أنه يكون عندنا واحد état d'esprit اللي تجعل أنه on peut dire ça et on peut ما ناديه تصيفط لي دي مالاد ولا تصيفط لك دي باسيون ما يبقاش هذا لو بروبليم ان سورتو بور لو باسيون باش ما يتلفش لان اون فان دو كونت راه كله غيجي خير ولكن لو باسيون بور لوي غادي قد يكون ديغوتي وغيمشي لكازا ولا غيمشي ما بقاش كاع هو في هذا جو بونس لاسوسياسيون بيان اوفري في هذا لو سونس هذا. Et le nombre fait la force. C'est là que deux médecins qui ont le même diagnostic, c'est pas un seul. انا مع دكتور دراشاد واحد المره جاني باسيون من عنده وما قالش لي راه جاي من عند السي دراشاد جي اكزاميني قلت له دير عنده بروبليم كاردياك هذا وغندير عاجبني لي لا ليتر قال لي وقلت له اخويا تدوزيها في شي امتحان راه اللي قال لك سي دراشاد راه هو اللي فهمتيني دونك ils ont le droit de vérifier انا je ne dis pas non ولكن le fait d'être deux d'avoir dit la même chose a fait que ça quand même c'était une bonne chose pour le petit. C'est quelqu'un qui est fixé la phase de délit. Ce n'est pas vrai. Je vais vérifier auprès de quelqu'un d'autre. هذاك الطبيب ما كيعرفش هذاك الطبيب تيقول لي du n'importe quoi وملي غادي يمشي غادي يقول لي et puisque هو عنده une histoire traumatique qui est très pesante حتى هذاك الطبيب ما عرف والو انا نمشي للرباط نمشي للدار البيضاء ننزل العيون نمشي للمراجع il va multiplier et c'est des patients normaux. Ça ne fait... Pourquoi je vous en parle de ça? Parce que ça fait retarder le diagnostic, ça fait retarder la prise en charge. L'enfant les rédèque. Parce que l'enfant عمره ما كيدوتي. قلتي لي عندك راه ما يدير. Mais c'est lui qui fait payer les consultations, celui qui fait amener l'enfant عندكم هو les parents. Et les parents qui يدخلوا في هذا السيركل. Et ils vont faire des choses comme ça les patients. Ils vont faire des choses comme ça. Avec la façon d'annoncer. Si on revient donc au sujet de la prise en nuque, c'est vrai que quelqu'un qui va l'annoncer d'une façon un petit peu brute. Le médecin lui-même, le médecin lui-même, quand on est en face, même sans qu'on le veuille, donc notre visage peut-être, notre façon de nous comporter, le visage ديالنا وعينينا il y a واحد apitoiement بلا ما نشعروا تنديروا
Voilà que c'est très grave. Si les parents donc le remarquent, c'est fini. Oui, oui. Déjà le médecin هذاك lui-même, الحماس ديال تيبان ليه بأنه كياخذ il داك est un peu البيلون crispé. وكيدير هكا هو راه تيفيريفي لا دات هو Exactement. ما عرفتش قريتي تما يقول لي Exactement. بوزيتيف بوزيتيف اوكي Ouais, راه quelquefois, l'auscultation, مزيان وي. l'auscultation, مسكينه شي حد وبالتالي l'annonce là est trisomique. Alors, واجي قول لي واش قريتوا الكتاب اللي قرينا قريته هذه باغمي لي شوز سمعتيها مدام صخراوي اللي مزيان الواحد في هذيك الواحد يعطي ظهره لا ميغ حتى هذا سامي اريفي بليزيور فوا تنديرها تقول لي وليت ما بقيتش سورتو في ذاك لابيريود ديال الكوفيد وليت نعطي بالظهر باش ما تشوف واخا عندي واحد المراه تندير على كاع الا درت شي كريماس تشوفش هي فاميلي بتي تروك وغتقول هذا ديما بالسبب الانونس تجي وسنا بحال البريد بريد حيت لنا شي حاجه تي تي سي كتكون واعره انونس تي تي سي بالبريد جاهز لكن انونس بريد ضريبه عيطي من هذه لا انونس تي تي سي واعره الثمن كيقول لك راه دايره بريد كتجي مستمره حتى كتخلص عليها اسمعي واحد ليكسبيريونس اخرى لا نون انونس كان واحد لا فام elle a fait une hémorragie de délivrance ولدت moi انا je me suis occupé d'un petit كان عنده واحد لو بروبليم المهم لا فام لوبستريسيان حيد لها لوتيروس دار لها فوالا حيد لها لوتيروس وهذيك لا فام جو لا كوني بيان وجو كوني بيان لوبستريسيان مي لي تري جونتي هذا ولكن جا عيب عليا قال لي علاش tu as annoncé le problème ديال لونفون راه سي ترو تو سي ترو نرجعوا لحاجه اخرى لا نون انونس il l'a pas annoncé دازت شي quelques mois la mère elle attend les règles ديالها وهذا pas de règles مشات لعند راديولوج دار وما فرازوش الراديولوج لقى داك لو مانيو ديال ليتيريس تاع داك ليتيريس اون بلاس لما تجي لعندي تنقول له يفالي فوغ فوت جينيك وانا في راسي عرفتي انا كان جو با لي انونسي انا قلت له دو ريفوني ا فوتر بور كي فوز اكسبليك بوركو فو نافي با فو ريغل هذا مشات جابت هذاك المانيو مشات الكازا اون كونسلطاسيون عند شي اندوكرينولوج ولا شي حاجه بحال هكا l'échographie كاين المانيو دي تيريس انا با دغيك غيبدا لي لي زورمون بور كال بيس سويتو عاود رجعت قلت لها الله يرحمه نو اغيتي راه فوالا فو الي فوار فوتان لان فوز افي اون اوبيراسيون فو كي فوز اكسبليك قال وهي المادي قالت لي مسكين واحد يقول لي انا ما ندير ما حتى كان يقول لي عاوتاني دابا لو فيت دو نو با انونسي دو تو ولا تعرف بين ما هذاك الباس غيمشي بحالو يمكن ما بقاش تشوفوا داكشي يفودغا تروفي دي غارونتي ولا في لو دوسي هذا نو كوم جو لي بريفوني مازال ما تفعلش هادشي مزيان ديال لي بورسويت جوديسيير ديال لي ميدسان مي لا كومي اون فوت ايتيك لانه il a fait un acte il n'a pas annoncé il devait annoncer ça n'a rien à voir مع le ton psychique واحد الطاقه انا قلت لها راه عاتقك راه لا لي موغير ولكن كنت واحد il a risqué alors il a sauvé, alors il a fallu lui dire. il fallait qu'il saute في هاد لوكازيون يبوندي عليها وي مسكينه elle a souffert pendant شي 6 mois et quelques وكانت غتدخل في انغوناج ديال لي زورمون شوف شنو اخر et ça va casser la confiance مع le corps médical Déjà qu'ils n'ont pas confiance. oui déjà une base مشكله اخرى très fragile oui. Après, moi, j'ai une petite question, peut-être que je ne sais pas si c'est un petit peu personnel. Est-ce que, puisque finalement, la religion elle est à la base de nos principes, est-ce qu'on a le droit, quand on parle aux patients, d'y mettre un peu de... tout خاصها كل religion Le droit, les seuls qui n'ont pas le droit, on les psychiatres. On garde nos croyances pour nous-mêmes, parce qu'on ne doit pas juger. Voilà, parce que c'est ça. On doit recevoir tout le monde. Tout le monde, vous travaillez sur le côté organique, vous travaillez sur une réalité réelle. On a des réalités symboliques. Il ne faut pas venir donner du sien à Fasmition. Qu'on a un musulman, on qu'on a un juif, on ce n'est pas ça. Donc on ne s'appuie pas sur le langage religieux. Mais les médecins qui travaillent dans la réalité réelle, la technicité, ils ont le droit de dire. Parce que vous avez un référencé sur lequel vous allez vous appuyer. je crois que c'est pas la Ils sont tout à fait compris. C'est vraiment laisser les choses à part. Ça s'appelle la contextualisation de la médecine. Nous, Mgharba, بلد إسلامي majoritairement
musulman, on ne peut pas pratiquer des pratiques de Il ne faut l'Occident. pas mettre de l'émotionnel dans Et les croyances, croyez-moi, les croyances, ce sont un facteur protecteur maintenant au centre Ah oui. même les Occidentaux qui sont des athées. Ouais. Donc, ils ont un facteur protecteur. تتقول لي الله اعلم واش غيتمشى راه دخلتي لا غوليش كيبان لك il est choqué et dans le choc زعما كتفكروا بانه راه هنايا كاين ابتلاءات ربما كتتسالى في وي. الصحه في الوليدات et donc sur le champ Reste aussi Ouais, question mais de là, palper qui wesh, a- avec le discours d'avoir واحد le récepteur. s'ils ne sont pas في هذا الشون هذا الا كانوا ماشي هما في هذا الشون وغادي تقول لهم هادشي ça ne leur parle pas بالنسبه لهم بالنسبه لهم هنا البيسونس ميديكال انك ما لقيتيش دونك مشيتي ليا واحد دا فقيه ولا سميتو داعيه ولا شي حاجه اللي ما عندهاش علاقه بالطب مي سي vous palpez que هذوك الناس c'est un ça nous arrive حنا les psychiatres de faire ça اللي كيكون لو ديسكور en dehors ديال السكيزوفريني وهذا lorsque les parents l'adolescent sont sur certaines pratiques et donc on peut s'appuyer sur ça parce que انت جايني بديك l'histoire ماشي حيت انا جايه بالhistoire ديالي عندك انت جايني بدوك les croyances ديالك donc عندي واحد les ingrédients sur lesquels je vais travailler لان هاد l'histoire ديالك انت tu es comme ça donc vous pouvez complètement vous pouvez ne vous gênez pas par rapport à ça. Dans le même sens, quand on lance un diagnostic, on a lancé sur des éléments objectifs. عنده les petits on a pas un TSH. فهمتي عنده un la cariotype فيه فهمتي. Non, parce qu'ils te disent pourquoi mon enfant a ça, comment ça se fait. Ah, alors avec Mais c'est une autre quoi, question. là, dans le- Le pourquoi des choses. Là, la l'annonce l'ouvre. Souvent, il ne faut pas annoncer avec des éléments. Il faut annoncer des éléments objectifs. عندك écho-cœur, عندك échographie abdominale, عندك Avec un bilan, عندك anémie. Le discours les religieux, choses- le discours religieux, il est ancré dans nos pratiques. Elle a mis que tu me تقولي الله يشافي, c'est pas un discours religieux. Bah, tu as fait le travail de Inch'Allah, médecin. غادي يكون لاباس. Inch'Allah, نديروا هادشي وإن شاء الله يبان لنا شنو غادي. C'est dans le langage ديالنا, même pas religieux, c'est culturel. C'est que la médecine en tant que telle n'est pas une science exacte. بحال عقل واحد لا بتيت دارت une souffrance في ليون هادشي سميتو نورولوج وقال لا ميغ ما تعاود بقى يشوفها قال لها elle ne marchera jamais هذا هو لو ديسكور سي ماروكان دايور كان عقل elle ne marchera jamais راه elle a fait une souffrance داكشي حنا il faut être humble في هادشي والدريه في 10 دارت شي كورس في الاتليتيزم داكشي دات الميداي دور شدت هذيك البنيه هذيك لا ميداي دور وجابت هذاك فوق قالت لي فوالا لا في اللي قلتي لي انه ما خشاها جامي دو توت فاسون ميم اون سوفرونس ولو سيرفو ولا هذا تنقول انا كاين دي زيليمون كي بوف Ça, c'est en rapport aussi avec, plus que le discours culturel, c'est en rapport avec la fermeture des horizons. Il ne marchera jamais. Voilà. Il ne marchera jamais 2023. Tu ne sais pas 2023. Ah, exactement. La médecine, comment elle va évoluer. Ah. Donc, je vais, كيف ما كان لهم l'annonce واحد le tenter, je vais contextualiser في le tenter. هادشي اللي كاين. وكاين شي حاجة في سبليون, ولكن في المغرب شنو اللي عندنا؟ شي حاجة في سويسرا هادشي اللي كاين. Donc, il faut ouvrir les horizons des gens. Comme ça, ils vont se construire sur quoi, les patients? Ça ne marchera jamais. لا كوري عقلات عليها ورجعت وقالت لي في الاتليتيزم C'est une vocation, une cause de vie. Voilà. لا ورجعت عند انثى ها هو كاع ما حكاش عقل شنو قال. قالت ليه هاي. صعيب l'annonce صعيب. Alors, on va droit au but. Comme exemple, il y a les enfants différents, les troubles de spectre autistique. Donc, je pense que vous en avez en consultation. Les rôles que vous avez, c'est d'évoquer déjà est-ce qu'il y a un trouble de spectre autistique, de repérer, d'orienter et d'accompagner, parce que c'est des enfants qui vont continuer à venir vous voir pour une raison ou pour une autre. Un trouble du spectre autistique avec épilepsie, régène pas pour l'épilepsie. Un trouble du spectre autistique qui est opéré pour quelque chose, il va continuer à venir chez le chirurgien pour autre. Donc, vous allez les accompagner, même si ce sont des malades de la pédopsychiatre. Donc, le diagnostic il est purement clinique. Il s'agit, on parle actuellement d'un trouble de neurodéveloppement. Donc, il y a des anomalies neurodéveloppement précoce, c'est-à-dire en intrafœtal, il y a des anomalies dans le développement du cerveau qui vont faire qu'à l'encontre de certains facteurs qui vont favoriser, il y aura l'apparition des anomalies, quel que soit l'âge. Et que ça doit être précoce, c'est-à-dire présent avant, ça c'est les définitions les plus récentes, c'est les présents avant l'âge de 3 ans, mais dès 24 mois. Ou généralement jusqu'à l'âge de 6 ans, tout simplement parce que l'enfant va sortir de l'environnement familial, il va être à l'encontre d'une contrainte sociale, et donc il doit interagir. On parlait de 3 choses, interaction sociale qui est atteinte, la communication
la communication sociale et le comportement restreint et répétitif. C'est l'anciennement appelé triade, mais maintenant on parle de diade. Juste pour faciliter les choses pour les praticiens, parce que le pédopsychiatre, pour un, c'est de la communication, pour l'autre, c'est de l'interaction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a associé les deux, c'est l'interaction sociale et la communication sociale qui est touchée. Donc, la communication, interaction, c'est la même chose, c'est le premier critère. Et c'est le symptôme cardinal. Vous ne pouvez parler de troubles de spectre autistique s'il n'y a pas une atteinte du caractère social de l'interaction, de la communication. Il se peut qu'il y ait, c'est un autisme quand même. Il se peut qu'il y ait des comportements restreints et des comportements restreints et répétitifs, stéréotypés. C'est-à-dire, s'ils n'existent pas, ce n'est pas obligatoire. Parce que avec le comportement répétitif, justement, se voit dans d'autres pathologies, et parce que, justement, il y a des enfants autistes dont l'environnement familial est assez contenant, donc il ne va pas développer de stratégie et de sens. Mais ce qui est rouge, c'est vous ne pouvez pas parler d'autisme comme la stéréotype. Non. Il faut parler de l'autisme déjà et qu'on a dit l'interaction qui est touchée. En détail, je pense que vous savez c'est quoi. L'interaction sociale, c'est-à-dire qu'il y a un contact oculaire qui n'existe pas, ou l'accompagnement qui est périphérique et fuyant, ou l'équitransfixion, il va vous regarder mais ça vous traverse, ou là il va vous regarder juste par exemple les médecins qui portent les lunettes, il va regarder la monture mais pas droit dans les yeux, ou là parce qu'il est très fasciné par les couleurs, il va venir regarder le rouge, ou là la montre parce qu'il est attiré par les objets. Et donc il y a une altération du contact oculaire, de l'expression faciale qui est complètement généralement fermée, peu mimique, il y a peu de mimie là-dessus. La gestualité, c'est-à-dire les gestes sociaux de au revoir, de bravo, ça n'existe pas. Le manque de réciprocité sociale, c'est-à-dire réciprocité, c'est lorsque je vais m'engager avec une interaction. Je vais dessiner, il ne va pas dessiner. Je vais lui parler, il ne va pas parler. Je vais jouer, il va me laisser, il va partir. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas le caractère bidirectionnel. Le manque d'attention conjointe, vous savez c'est quoi? Oui. Par exemple, je vous dis, la lampe, il y a des personnes qui ont regardé. Donc l'attention conjointe, c'est-à-dire on est deux interlocuteurs, on va regarder le même objet le même moment. Là, je sais que vous avez une attention conjointe. L'enfant, vous pouvez même pointer, il ne va pas regarder, même pas les yeux. Le langage, il est souvent atteint, soit qu'il est absent, soit qu'il est en retard, comme nous avons vu, soit que c'est un langage un peu spécifique, vous ne comprenez pas complètement ce qu'il dit, soit c'est un langage d'aspect dactylographique ou la télégraphique ou là, les dessins animés. Donc, en tout cas, c'est un langage qui n'a pas la fonction d'être utile sur le plan social. Écolalique et il l'a dit, mais il l'a dit juste parce qu'il l'a dit. Les difficultés à engager à se tenir une conversation et l'écolalique. Puis les intérêts restreints, c'est-à-dire je vais me restreindre une activité. Je vais dessiner, ça peut prendre 2 heures. Je vais déambuler, ça va prendre une demi-heure. Il y a aussi les comportements stéréotypés, c'est-à-dire que je vais faire la même chose. Mais ça, ce n'est pas le symptôme cardinal, on est bien d'accord. Donc les 2 premiers qui sont obligatoires. Pour vous faciliter la tâche, donc excusez-moi, je reviens, il y a 2 autres symptômes qui, lorsqu'ils sont présents, ils vont augmenter la sensibilité du diagnostic. Vous êtes à coup sûr, cliniquement, que c'est un autisme. Les bizarreries sensorielles et la dysrégulation émotionnelle. Bizarreries sensorielles, c'est les organes de sens qui fonctionnent bizarrement. Les yeux, il est attiré par les lumières. L'interrupteur, ou les guirlandes de Noël, va rester fasciné avec la lumière. Ou là, il regarde la couleur, il va se fixer sur ça. Gustative, l'odeur, même lorsque vous tendez la main, pour sentir, mais ce n'est pas social. L'audition, c'est soit il est hypersensible les bruits, donc soit il est hyposensible. Hypersensible, c'est-à-dire qu'il va se cacher les oreilles. Hyposensible, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait du bruit pour qu'il se stimule. Il y a les enfants qui sont d'abord. Ce n'est pas une stéréotypie, mais c'est un problème d'organe de sens. Ou la tactile, c'est des enfants qui vont toucher tout le bureau. Ou là, c'est la peau d'élèvement. Parfois, les étiquettes les offrent les vêtements, mais ils ne peuvent pas les tolérer. Ou là, la maman, ça veut dire que là, le coton, et donc, s'il y a ces bizarreries sensorielles avec le critère Lowlani, vous êtes à coup sûr. Il y a la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que ce sont des enfants qui vont avoir des crises de colère inexpliquées. Les parents, ils vont trouver une explication. Ils vont remédier à هذاك par exemple, le repas ما كيبغيش غيبكي. غادي نحيد لي داك le repas ونحط ليه ce qu'il veut, il va pas arrêter.
Et il passe de l'humeur à la dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire que je vais passer d'une humeur à une autre rapidement et ça continue dans le temps. Donc, que vont faire les pédiatres lorsqu'ils vont accueillir les symptômes cliniquement? Ils vont faire une évaluation pédiatrique initiale pour asseoir justement le diagnostic, parce que je vous ai parlé d'un diagnostic clinique. Il y a ni radiologie, les radiologues comme diagnostic autisme, mais qu'il y a un dosage biologique à ma connaissance de la littérature, là, il faut faire un dosage autisme. On va voir quelle est la place du bilan. Et donc, on va se baser sur l'anamnèse développementale, on va se baser sur l'examen que vous faites et surtout sur l'observation clinique, parce que ce sont des signes qu'on va observer. Donc l'anamnèse développementale, les dates et les motifs des premières préoccupations, quelles étaient finalement ces préoccupations, l'histoire de développement de l'enfant et où ça a bloqué à un certain moment, les antécédents médicaux, le mode de socialisation, la vérification de la réalisation de tests de repérage comme l'audition et la vision. Donc vous allez faire l'examen pédiatrique complet, bien sûr, parce que vous allez connaître l'enfant directement. Je vais vous dire ça sert à quoi de faire l'examen pédiatrique, et vous allez observer. Vous allez observer les différents symptômes et vous allez les regrouper. Le diagnostic est exclusivement clinique. Dans l'entretien, vous allez vous baser sur ce que disent les parents. Vous pouvez demander des vidéos familiales. Je vous dis comme en général, qui je vous dis les anniversaires. Qui est à la bougie, puis les enfants qui sont joyeux, ou il est dans un autre monde. Donc les vidéos familiales, c'est un critère diagnostique très pertinent pour l'autisme. Observation de l'enfant. Et je ne fais pas qu'observer, je vais interagir. Je ne sais pas, bien sûr, il y a des crayons de couleur, des jouets, parce que vous travaillez avec des enfants. Il ne va pas être dans l'interaction avec eux. Donc je vais vers lui, je vais voir avec le fait d'aller vers lui, qu'est-ce que ça va donner chez lui? Soit qu'il va se fermer, soit qu'il va s'intéresser à l'objet, mais il ne va pas s'intéresser à l'humain. L'évaluation, il y a des échelles là, en général, en règle générale, dans le trouble de spectre autistique typique que vous êtes censé repérer, évoquer. Les atypiques, c'est notre travail. Donc là, vous avez le diagnostic. Sinon, il y a certaines échelles. Vous n'êtes pas censé les passer parce que grâce à mes formations, je vais vous dire c'est quelles échelles, mais vous pouvez demander le bilan psychomoteur et orthophonique. S'il y a quelque chose de standard à demander, c'est l'avis du psychomotricien et l'orthophoniste, parce qu'ils vont objectiver certains signes comme l'observation, parce qu'ils vont interagir par le jeu ou par des exercices. Et deuxième des choses, ils vont placer l'enfant dans un niveau de développement. On révèle quel est le niveau de développement de l'interaction, de le langage et autre chose. Aucun bilan paraclinique nécessaire pour le diagnostic positif. Jusque-là, on peut porter le diagnostic positif. Les échelles dont nous disposons, c'est l'ADIR, ça c'est un livre qui prend quand même 4 heures pour le passer, 5 heures, et 1 heure pour l'interpréter, ou la 30 minutes, ça dépend de l'expérience de chacun. C'est un entretien rétrospectif et du moment T de la consultation. Par exemple, on reçoit l'enfant 4 ans, on va poser des questions, même la naissance, 3 ans. Puis après, à 4 ans, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça dépend de l'âge où vous allez recevoir l'enfant. Et c'est des questions que vous allez poser les parents pour justifier et pour quantifier et pour authentifier les signes cliniques. Sinon, il y a la version la plus simple de l'ADIR qui s'appelle le CARS. Et vous voyez, donc, il va explorer plusieurs secteurs. Les relations sociales, l'imitation chez l'enfant, l'utilisation des objets, les réponses émotionnelles. Et vous avez là des chiffres. Soit que vous vous placez moins de 30, donc il n'est pas autistique, soit plus de 30, il y a un trouble de spectre autistique, et avec le degré, est-ce qu'il est léger, est-ce qu'il est moyen, et sévère. Ça, c'est très rapide à passer par contre. Sinon, il y a la dose 2. Je vous dis les échelles qu'on passe, mais il y en a plusieurs. La dose 2, ce n'est pas les parents, c'est l'enfant. Vous avez des séances d'observation de l'enfant avec la batterie de jouets. Donc, vous allez interagir avec l'enfant, ou là où il va jouer tout seul, et vous allez observer. Donc ce n'est plus l'entretien avec l'enfant, avec les parents, c'est l'observation. Et vous allez quantifier. En général, on fait les échelles lorsqu'on a un doute sur le diagnostic. Il y a une atypicité quelque part. Et donc on peut s'aider pour les échelles. Maintenant, vous savez que l'enfant autiste arrive chez vous avec un bilan, et donc dans quel cadre on va demander le bilan. Soit pour rechercher des comorbidités, soit pour éliminer des diagnostics différenciés. Donc, dans les diagnostics, la médecine Kamla, qui est le diagnostic positif, le diagnostic différentiel et le diagnostic de sévérité.
Donc, diagnostic positif, c'est la part de la clinique, plus ou moins les échelles orthophonie, psychomotricité. Les diagnostics différentiels, je dois éliminer certaines pathologies qu'on va voir pour parler justement de l'autisme. Et la comorbidité, c'est dans le diagnostic de sévérité, parce s'il y a une comorbidité, ça joue sur le pronostic. Donc, on a besoin du pédiatre pour qu'il me fait l'examen dialo. On a besoin de l'ORL et de l'ophtalmo parce que c'est très fréquent d'avoir des surdité qui sont associées, des hypoacousies ou même des anomalies de la vision. Les évaluations orthophoniques et psychomotrices, et selon les cas, on peut demander, parce que l'épilepsie est très fréquemment associée au trouble du spectre autistique, donc ça nous arrive de prescrire presque systématiquement un EEG avec une évaluation ORL. Le cariotype, ça dépend. Est-ce qu'on suspecte un syndrome qui est associé le trouble de l'autisme, l'IRM cérébral, la phénylcétonurie. Donc l'IRM cérébral n'est pas standard. Il y a des pédopsychiatres qui prescrivent systématiquement le EEG de l'IRM cérébral, ils disent les parents, on va dire clinique. On a besoin de rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut éliminer avant de parler de troubles de spectre autistique? Il faut éliminer un déficit sensoriel. Une surdité peut donner des troubles de langage, des difficultés de communication et d'interaction sociale. Donc, ça peut prêter à confusion avec l'autisme. La cécité les moindres, il y a l'épilepsie, il y a les syndromes génétiques aussi. Docteur, qui a les comorbidités, je vais y revenir. Les affections psychiatriques. Les syndromes du spectre autistique secondaire. C'est ça. Autistique pur et les syndromes autistiques secondaires. Secondaire à des pathologies autres que le neurodéveloppement, complètement. Donc il faut savoir se positionner où parce que le pronostic il est différent, tout simplement. Les affections psychiatriques, un retard de langage, il faut chercher un enfant qui a un retard de langage, comment vous allez faire pour dire que ce n'est pas un autisme selon vous? Qui ne parle pas, la première vignette les donne. Il n'y a pas eu d'interaction. Absolument. Il interagit par la communication non verbale. Qui dit bye bye, qui dit là, il pointe, il gêne, comme s'il chauffe, comme il sourit. Donc là, c'est des choses qui sont très fines, mais je pense que vous avez. La dysphasie, par contre, qui est un trouble d'expression, de réception d'expression, pose un diagnostic véritablement difficile à faire avec le trouble du spectre autistique. Et ça, c'est l'apanage des échelles qu'on va faire et l'évaluation orthophonique. La déficience intellectuelle, les troubles sévères de l'attachement, c'est les situations de carence extrême. Les enfants qui sont placés avec les orphelins et ils n'ont pas un substitut maternel de qualité. Qui est des éducatrices, mais qui donc il ne peut pas avoir une figure privilégiée. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Il est en carence affective, il va se retirer. Donc, il y a un de retrait relationnel, parce que celui qui communique avec lui, qui est il y a certains enfants qui vont se retirer dans l'isolement social. Il peut développer aussi des stéréotypes, des comportements. Il peut ne pas parler parce qu'il n'est pas assez stimulé. Donc, ça peut prêter à confusion. Les dépressions sévères, le mutisme, le TDAH, puisqu'il y a les troubles comportementaux, et le TOC, les moins. Ce qui est essentiel, je reviens sur ça, c'est qu'on parle actuellement de ce que nous appelons le diagnostic fonctionnel. Donc, faire le diagnostic de TSA, il est facile. C'est ça le plus important. On ne parle pas de TSA tout court. On parle de troubles du spectre autistique verbal ou non verbal, c'est-à-dire il parle ou il ne parle pas, qui est soit léger, moyen ou profond, dépendamment de degré d'aide dont il a besoin. Est-ce qu'il est autonome sur le quotidien ou pas? Est-ce qu'il y a un développement cognitif et moteur normal ou une déficience intellectuelle qui est associée et ça rend le pronostic péjoratif? Et vous allez aussi parler des comorbidités. On le place en fonction des échelles. Et même par la clinique. Est-ce qu'il est verbal ou pas verbal? C'est-à-dire, vous allez le recevoir par exemple en juillet 2023. C'est un trouble du spectre autistique qui est verbal, qui parle, qui est léger parce qu'il est assez autonome, qui n'a pas de déficience intellectuelle. Vous avez fait un bilan maintenant où il n'y a pas de surdité associée, il n'y a pas d'épilepsie associée, et qui a des difficultés à intégrer par exemple l'école. Pourquoi c'est important de faire un diagnostic? Parce que absolument, vous avez un point de repère. L'évolution, la prise en charge, je vais voir est-ce que j'ai augmenté les compétences et j'ai réduit les insuffisances ou pas. Donc l'autisme, elle a la difficulté d'être associé à plusieurs troubles.
comportementaux, on sait bien, l'agitation, l'impulsivité, gastro-intestinaux, c'est les diarrhées, les constipations. Il est de développement, parfois on a des retards de développement, neurologiques, en l'occurrence l'épilepsie, et les syndromes aussi neurologiques génétiques, les sensitifs, tout ce qui est surdité, les anomalies de la vision, et surtout les perturbations de sommeil. Et donc ce sont des patients qui vont atterrir dans votre consultation pour une raison ou pour une autre, même si vous n'êtes pas amené à faire le diagnostic. Et les autistes, mais il va venir pour autre chose. Il y a beaucoup d'enfantistes qui viennent avec la mélatonine d'emblée. Oui. Parce que Et là, même récemment, la mélatonine pour gérer les troubles de sommeil de l'enfant, sauf que le problème qu'il y a, c'est que, et corrigez-moi si je me trompe, la mélatonine qui est commercialisée au Maroc, c'est pas la mélatonine à libération prolongée. Et donc, lorsqu'on donne la mélatonine ordinaire, il aura des réveils après. La demi-vie, l'action d'ILH, c'est 3 heures, 4 heures. Et donc, il aura des réveils précoces au cours de la nuit. Ce qui doit être prescrit, c'est la mélatonine, libération prolongée, qui n'existe pas encore au Maroc. Il y a les cataractes la nuit quand même. C'est ça l'AMM qui est là. Et il y a les comorbidités psychiatriques. Souvent, on a des TOC associés, on a des troubles anxieux, on a de la dépression, on a des troubles d'apprentissage, on a un déficit intellectuel, ça c'est très fréquent. Et le TDAH aussi. Donc vous allez accompagner, parce que vous êtes le médecin accompagnateur, donc un suivi régulier va se faire sur le plan sématique et on conseille ça aux patients c'est qu'on a deux pédiatres dialogue. Et on se réfugie sur le côté ديال حنا راه ما تنقلبوش بيدينا وما عندناش الماتيريال donc خصكم تمشيو طول الوزن هذا mais c'est pour autre chose justement pour les comorbidités. Les mesures rééducationnelles qui doivent être à moyen et à long cours. Chez l'enfant autiste, ce n'est plus les 6 mois, le 1 an. Généralement, c'est à l'adolescence et à l'âge adulte. Donc, on part sur vraiment de longues périodes. Il faut dire ça à un certain moment, les parents, à un rythme hebdomadaire, généralement, avec des objectifs. Donc, on fait l'orthophonie et la psychomotricité, pardon. Alors, il y a les mesures pédagogiques et éducatives. Il y a les mesures pédagogiques et éducatives, c'est la scolarisation. Tout enfant a le droit d'être scolarisé. Et même s'il a un TSA, il doit être à l'école. Soit c'est une école ordinaire lorsque le profil d'Yellow est léger, soit c'est une classe intégrée, soit une classe ordinaire, mais avec une aide à la vie scolaire, ce qu'on appelle un AVS. Et la délégation de l'éducation nationale donne parfois des autorisations à la maman qu'elle soit elle l'accompagnatrice. Donc certains managent les moyens de... Une petite formation. Oui, absolument. Pour l'examen, ou là, tu dis des adaptations. Oui. Il y a les méthodes d'aménager le quotidien, ABA, Teach et PEC, ce sont des méthodes comportementales qui vont préciser la situation pathologique et sociale et qui vont trouver des alternatives légales. Par exemple, le PEC, c'est à travers des images. Donc l'enfant ne sait pas le rituel de la journée, il ne sait pas comment il va faire. Donc on se réveille et on va à la table pour manger. Donc on se réveille, on met des images. Je vais mettre les sandales d'Yali, je vais marcher jusqu'à la table, je vais me mettre en séquence la scène sociale pour que ça devienne en détail à l'enfant. Et la répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'il va l'acquérir. La guidance parentale, bien sûr, il faut lui expliquer. Les psychothérapies individuelles de groupe ou familiales, mais là c'est vraiment après, lorsque l'enfant il est bien dans l'école, il est bien dans le fonctionnement. Les médicaments ne sont pas des médicaments curatifs, mais ce sont des médicaments symptomatiques. Donc on prescrit parce qu'il y a de l'agitation, parce qu'il y a de l'agressivité, parce qu'il y a des troubles de sommeil. La risperidone, vous le connaissez, le risperidone, le Prisdal, donc ils ont leur indication, ils sont très largement prescrits, sauf que au-delà de 2 ans, ils perdent de leur efficacité. Donc normalement, ils doivent être des traitements ponctuels qui ne dépassent pas les 12 semaines. Et donc si on dépasse, généralement on les dépasse quand on a les retards diagnostiques, parce que maintenant la psychomotricité qui peut se mettre en place, parce qu'il faut soulager les parents, parce qu'on risque la maltraitance pour l'enfant, parce que le cas est sévère et donc on dépasse. Mais généralement, à partir de 2 ans de prescription, il va donner l'effet inverse sur les capacités cognitives. C'est ça les neuroleptiques des enfants. Ils vont réduire les capacités intellectuelles et attentionnelles de l'enfant. Et c'est un effet secondaire à long cours. Il y a 4 ans, ça aide à les troubles Pour faire attentionnels. des fenêtres thérapeutiques. Absolument. L'idéal, c'est de faire ponctuel. Si on aménage des choses et on fait des traitements qui sont ponctuels avec des fenêtres thérapeutiques. Il y a aussi l'aripiprazole qui est un neuroleptique de nouvelle génération qui commence à être commercialisé. L'aldol de l'ancienne génération, très efficace, mais il a beaucoup d'effets secondaires.
La mélatonine, on en a parlé avec la doctoresse tout à l'heure, et les traitements de comorbidité somatique et psychiatrique, mais je rappelle que ce sont des traitements médicamenteux symptomatiques. Une diapo essentielle juste pour vous dire que lorsque l'enfant est là des comportements stéréotypés, on a une autre alternative, qu'elle soit comportementale ou la rééducationnelle, avant le médicament. C'est qu'on va essayer de développer les capacités socio-communicatives de l'enfant. On a constaté à travers les séries d'enfants, c'est que l'enfant normal, il a des capacités socio-communicatives augmentées. Et donc les comportements stéréotypés vont diminuer. L'enfant autiste est là, les comportements stéréotypés, parce que ses capacités d'interaction sont limitées. Donc qu'est-ce qu'on va faire? L'équation fait que on va agir sur le développement des capacités d'interaction par l'orthophonie, par la stimulation parentale, par la psychomotricité, et ça réduit les comportements stéréotypés. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des stratégies adaptatives, et ce ne sont pas des symptômes cardinaux diagnostiques. Donc optez pour l'orthophonie psychomotricité, même si vous avez des comportements perturbateurs. L'enfant, lorsqu'il va avancer un peu, les comportements vont diminuer. Parfois, les comportements stéréotypés sont des indicateurs de stress, de fatigue et d'ennui. Donc il faut toujours chercher c'est quoi la signification à madame اللي كتقولي لي كيدير بحال هكا. واش عيا واش اخر النهار واش انت عارفه واش ياكل واش قلقوا شي واحد واش ما ناعش. Il y a toujours une signification. Ce sont des stratégies sociales qui renvoient un mal-être parce que je ne peux pas parler, parce que je ne peux pas m'exprimer. Je ne pouvais pas ne pas vous parler du diagnostic précoce parce qu'on compte sur vous pour ça. Actuellement, ce qui est dérangeant pour l'autisme, ce n'est plus le diagnostic est facile, mais c'est le diagnostic précoce et le dépistage. Et on compte sur vous parce que vous avez le contact avec les enfants bizarres, ils viennent chez vous, et donc vous allez voir avant de venir chez nous, et donc il faut détecter des enfants à haut risque. On dit que toute inquiétude parentale par rapport au développement doit faire normalement l'objet d'une petite enquête médicale, qu'elle soit par le pédiatre ou la pédopsychiatre. Retard de langage, retard de marche. Les signes moteurs, les troubles moteurs précoces sont un signe d'alarme de l'autisme plus tard. Et donc toute inquiétude développementale, je suis à de l'enfant et j'enquête sur ça. Les enfants à haut risque, c'est aussi des enfants qui ont des signes d'alerte de TSA. Je vais vous montrer une diapo sur ça. Ce sont aussi les enfants nés prématurés ou exposés à des facteurs de risque pendant la grossesse, comme les antiépileptiques chez la maman ou l'alcool, ayant des troubles de neurodéveloppement autres que c'est-à-dire qu'il a une maladie génétique avec une déficience intellectuelle ou une dysphasie ou une dyslexie ou autre. Donc vous allez suspecter le TSA. Ou complètement, elle a un frère, donc une maman qui a autisme ou qu'il est enceinte, il va accoucher dans quelques mois. L'enfant, plus que le suivi développemental et vaccinal et est-ce qu'il n'y a pas des signes d'alerte qui apparaissent au cours du développement? Parce qu'en général, elle a un risque de faire je m'excuse pour le terme de faire, mais d'avoir un autre enfant lien de l'autisme. Donc quels sont les signes d'alerte de l'autisme justement? Ils sont décelables à partir de l'âge de 18 mois. Et pas avant, et je vais vous dire aussi des choses sur ça. Donc généralement c'est 18 ans à 24 mois et ce sont des signes qui vont s'interposer dans l'interaction. Ce sont des enfants qui n'ont pas la capacité de pointer, ce sont des enfants qui ont des difficultés dans la communication non verbale. Tout ce qui est 18 mois, on sait bien que c'est le bye bye, le au revoir, donc il n'y aura pas. Il va avoir des difficultés à avoir du plaisir dans une activité, il a des mouvements qui sont stéréotypés avec des objets, il fait traîner la voiture aller-retour, il joue avec la roue de la voiture, elle dit elle est la machine qui tourne. Il y a des choses qui ont un caractère répétitif, qui vont attirer son attention. Et là, des difficultés dans l'articulation, dans le langage ou dans le langage tout court. Il ne répond pas à son prénom. Les expressions émotionnelles, ils sont froides. C'est une maman qui lui fait le câlin, mais ça ne fait absolument rien. Ou la maman qui pleure, mais il ne réagit pas. Il la regarde et il part. Il n'y a pas cette chaleur humaine dans les expressions. Et voilà, les comportements qui sont anormaux ou c'est dans la posture. Ça, vous pouvez l'identifier soit rétrospectif, c'est-à-dire toujours les films familiaux, soit de façon prospective, c'est-à-dire dans le développement de l'enfant, vous le voyez pour le vaccin, mais vous voyez qu'il y a plusieurs signes qui s'associent. Un seul signe n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait l'association de plusieurs pour parler d'eux. Ou c'est l'association d'un seul signe avec un facteur de risque.
fratrie Le ou... contact visuel chez le nourrisson, le contact visuel avec la maman ou avec le médecin, c'est très important pour les enfants autistes. Vous parlez de quel âge? Parce que là, il y a ce qu'on appelle la psychiatrie, la psychologie de l'enfant. Je pense que vous avez dit que vous avez eu des modules sur le développement psychiatrique. On vous a parlé de la théorie de l'esprit. Le regard, ça peut être un regard mécanique moteur, mais ça n'a rien à voir avec le social. Mais la théorie de l'esprit ne devient objective qu'à partir de 24 mois, c'est-à-dire de 2 ans. Donc avant, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir sur le signe de l'absence de regard. Est-ce que c'est pas l'absence de regard, mais c'est le regard errant, c'est le regard, je ne sais pas comment je vous l'expliquer, parce que j'avais un nourrisson, c'est à partir de l'âge de 1 an, il avait avec le regard, je sentais que le regard n'était pas normal. J'avais suspecté l'autisme chez lui, j'ai parlé à la maman, où la maman, elle a refusé même de penser avec le papa. Et à partir de l'âge de 3 ans, il a eu le retard de langage et il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans et 4 ans, même plus, 4 ans et demi. Je ne sais pas comment vous expliquer avec le regard. Il avait un regard spécial, il était errant, c'est un enfant qui évitait le regard et même quand il vous regardait, c'était pas le regard. Même si quand il regardait sa maman, quand la maman il allaitait, il ne regardait pas sa maman. C'est comme un enfant qui est désintéressé par le regard, il a une valeur dans l'interaction. Il n'interagissait pas avec la maman alors qu'il le regardait, il y a droit dans les yeux. Des moments de tété, il y a des moments d'affection. Oui, c'est... Vous avez raison. Parce que ça a une valeur d'interaction. J'ai regretté de ne pas... L'avoir. Que les parents ne me croyaient pas. Le- C'était un enfant... fait le sens هذا j'avais assisté à la formation d'une année à peu près avec Madame Benjeloun et elle avait appelé une équipe fait des Brésiliens des Anglais هذا وفي هذا جولز اللي كان مشى هذو كلهم ils nous avaient formé أنه détecter l'absence de sourire c'est le nouveau-né jusqu'à 3 mois وكانوا منهم اللي تياخذوا en charge هاد les bébés وهاد les bébés qui ne souriaient pas à leur maman qui ne la regardaient pas il ne regarde pas la maman au contraire ملي تيجي عند الميدecin il sourit وكل شيء qui est trompeur mais la maman rien à faire avec le temps la maman elle devient dépressive donc elle était pour l'école c'est vrai qu'il y a différentes écoles elle était pour le travail à partir après 6 mois 7 mois 8 mois واحد ليطاليان كان توجه داروا ليتود على من غير ماري كريستين على le développement cérébral عندهم des macrocranies donc ils avaient plusieurs petits signes ماشي pour des autistes تقول qu'il est sur la voie d'un enfant qui est en problème neurodéveloppemental هذا هو اللي تيمشيو ليه donc تقول plus on commence tôt pour eux 18 mois c'est trop tard وتقول لك c'est trop tard انا ولا presque un diagnostic غدير داك الشاط غادي تخرج ولكن هاد لو travail هذا et tout le monde n'était pas d'accord ماشي في هاد l'équipe زعما Je vais vous dire parce que je connais très bien l'équipe psychanalytique, on saura que Psychanalytique. je suis psychanalytique, mais psychodynamique plutôt que psychanalytique pure. La psychiatrie, c'est des écoles. La psychiatrie, c'est une science qui est subjective. On n'a pas quelque chose de concret qui peut objectiver. Et donc, l'équipe donc c'est une règle. On va la confronter à les autres et on va voir est-ce que c'est valable, on va adhérer, donc ça va être un critère. On ne va pas adhérer, donc c'est mon école et je vais la faire. Moi, je n'adhère pas beaucoup à le fait que maintenant ils se sont rattrapés, c'est très bien, parce que moi j'étais dans des séminaires ou des congrès où ils disent qu'il y a un autisme à 6 mois. Et ça, c'était grave. Grave sur l'échelle planétaire. Il n'y a aucun spécialiste qui ne doit parler d'autisme qu'à partir de 24 mois. On parle d'un trouble de neurodéveloppement. Il y a des signes, mais les signes qu'ils détectent avant 6 mois, justement ce que j'ai mis, si je vais revenir à l'échelle après, aucun signe est spécifique d'un trouble de neurodéveloppement. Pourquoi j'ai mis ça? Avant 24 mois, à 24 mois, toutes les séries des études et toutes les écoles de
psychiatrie, ils se sont mis d'accord, à 24 mois, le pic des signes cliniques apparaît. Avant, on parle d'un trouble de neurodéveloppement, justement parce que les enfants, sur une durée de 10 ans, de 20 ans qu'on a suivi, on a su que واحد a fait l'autisme, l'autre a fait un trouble de langage, l'autre a une TDAH, l'autre a une déficience intellectuelle. Et donc c'est le cerveau qui ne marche pas. Pourquoi on va les condamner à un diagnostic de trouble de spectre autistique? On a recensé encore plus les séries pour voir est-ce qu'on peut avoir des signes précoces pathognomoniques et on a trouvé qu'il n'y a aucun signe spécifique. Maintenant, on parle de l'autisme et pas de trouble de neurodéveloppement parce que si je faisais une intervention sur le trouble de neurodéveloppement, j'allais vous parler d'y signes à 3 mois, à 2 mois. C'est ça qui est la trajectoire de développement. C'est-à-dire la trajectoire, on peut avoir un retard et puis avec des stimulations sur l'entraînement, il y a la mobilisation des compétences. Elle va rejoindre le développement normal. Parfois, on est sous la courbe, c'est comme la croissance. En général, si nous avons des stigmates de troubles de neurodéveloppement, c'est très difficile de récupérer l'enfant. Vous allez me dire, le dépistage. On va améliorer le pronostic comportemental et cognitif. C'est-à-dire, au lieu d'avoir quelque chose de sévère, à tous les moyens, parce qu'on a agi tôt. Quelque chose de moyen et on lit un trouble léger, parce qu'on a agi tôt. Et c'est très différent. Et conséquent, la vie, on a des troubles de spectre autistique léger, on peut potentiellement être en couple, elle a un pôle moyen ou la profond. Est-ce que vous voyez? On va sauver la trajectoire de la vie de cet être en devenir. Mais entre 0 et 6 mois, pour parler d'un signe qui est pathognomonique de l'autisme, ça n'existe pas. C'est un peu très... J'ai assisté avec eux plusieurs fois, je n'étais pas très convaincue parce qu'ils sont psychanalystes. Ils ont répété à plusieurs reprises. Non. J'ai posé la question à Madame Joul. Comme ça, je lui ai dit. Non, je lui ai dit. Ils ont assisté à ces troubles, mais chez autisme, on peut pas le diagnostic, on peut pas le faire. Ils se sont rattrapés parce que en 2017-2015, entre 2015 et 2017, Marie-Christine Laznik parlait de sauver les enfants de l'autisme avant 6 mois. Elle est passionnée. ومدام بالجوج j'avais posé la question قلت لها دابا اش غنتبعوا حنا من واش ليكول بسيكاناليتيك بسيكياتري قالت لك اودي تسلك كا باغ كا جو بونس سيتي دابا اللي غادي تنفع هذاك لو باسيون. Ce qui est bien le groupe Diacom, c'est que vous vous posez des questions quand on donne la réponse en même temps. Là, on vérifie les réponses. Qu'est-ce qu'il faut annoncer les parents? La stimulation précoce des enfants suspects comme ça, est-ce qu'il y a un intérêt est-ce qu'il y a des choses à faire avant, je ne sais pas, une stimulation ou une... Déjà, vous êtes sur une voie que j'ai une vulnérabilité. Et donc, je dois limiter le champ de la vulnérabilité. S'il me reste que l'interaction sociale, au lieu de se développer vers les troubles de comportement, on a les intérêts restreints, on a les stéréotypes. Donc, vous allez la limiter. La deuxième des choses, lorsque vous allez intervenir très précocement par la psychomotricité, par exemple, ou là par les stimulations, ou par les mesures éducatives qu'on fait, pédagogiques et tout, vous allez limiter le champ de l'handicap, si on veut, ou de la difficulté, ça ne va pas, parce que c'est évolutif. Alors, il faut léger qui est 12 moyen et 12 profond, s'il n'est pas pris en charge, parce que l'enfant perd de ses capacités. On agit avant 3 ans parce que justement, on a la plasticité cérébrale chez l'enfant. Et donc l'enfant, il peut récupérer. Il va toujours avoir une difficulté. La difficulté, elle est réduite. C'est pourquoi c'est très bien. Un AIG Indi ou à 18 mois, à 2 ans, mais si à 3 ans, mais si à 4 ans, mais si à 6 ans. Mais il va tout le temps être soit un trouble de neurodéveloppement, soit un trouble du spectre autistique. Parce que la base vient le cerveau. C'est pourquoi je vous dis le courant psychanalytique, parce qu'à un certain moment, ça expliquait l'autisme, mais on revenait sur ça pour savoir que c'est les fonctions du cerveau qui font qu'il a d'abord actuellement. Laznik, quand tu dis le travail qu'elle demandait, j'étais 36 heures à 40 heures par semaine de travail pour pouvoir travailler le neurodéveloppement, ce qui était presque impossible à la hasab. Après 18 mois, on pose le diagnostic. Après 18 mois. Là, احنا en tant que pédiatre, راكنا درنا une journée de dépistage. إلا عقلتي en tant que vous avez eu ça, vous avez eu l'échelle لكان qui est facile ou qui est dans Google, mais qui est très pour vous répondre. À 18 mois, lorsque vous avez des doutes, vous pouvez passer l'échelle. Et la catholique, parce que parfois les parents ils viennent avec leurs angoisses et ils maximisent les choses. Ou comme la réponse, واش كاين le signe, le maquillage. Ou là, هو قرا tout court sur l'internet, ou il applique ce qu'il a lu sur l'enfant. Alors que ce n'est pas authentique. Et donc là, vous allez vers des questions qui sont simples. 10-15 minutes avec la pratique, ça devient 5 minutes.
Et donc, vous pouvez poser des questions les parents et vous aurez un score. لا دابا هاد لونفون هذا اللي شفتو elle avait un doute Si on a fait كانت une يمكن association- تصيفطها يمكن Ils ils ont refusé. vont refuser دابا مثلا وصل لان بيدوبسيكات probablement il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. On va sensibiliser les parents, Ah. on va organiser l'environnement autour de lui, c'est-à-dire que la réponse les et les réactions les radicales sont le cadre. On va faire de la psychomotricité parce qu'il est tout petit et on va favoriser la socialisation. On va le mettre dans des situations. C'est vrai, c'est très difficile de les convaincre. Ah. C'est pour ça que je vous dis qu'on compte beaucoup sur vous sur ça, de faire de la pratique Diana, parce que l'autisme, il a été médiatisé, et tous les médecins connaissent les signes de l'autisme. Donc on n'a pas de problème. Si je les fiches avec suspicion de troubles de spectre autistique, même les pédiatres et les généralistes, on est d'accord avec eux, parce que chapeau les signes. Mais ça, c'est 3 ans, 4 ans. Avant, si vous détectez des petites choses, quand vous avez dit, docteur Gregui, qu'est-ce qu'il faut dire, ben vous allez déjà annoncer qu'il y a quelque chose dans le développement qui ne marche pas, mais qu'il y a des possibilités de l'atténuer. Allez-y faire des évaluations. Et croyez-moi, lorsqu'on reçoit des enfants moins de 24 mois, alors ce n'est pas un diagnostic qui est en une seule rencontre. Alors, on passe des batteries de tests et on fait les entretiens, parfois on les refait 2 fois, 3 fois avec le père et avec la maman séparément, puis ensuite conjointement. La séance d'observation de le bébé, c'est... par exemple, si on le reçoit que l'activité ambulatoire, il n'y a pas d'hospitalisation, ça va être difficile. Sinon, on doit consacrer 3 consultations sur la semaine pour l'observer. Mais si on avait l'hospitalisation, on allait hospitaliser 2 jours, 4 heures, où l'infirmier chauffe, il démarre les activités, le psychologue chauffe les activités, le médecin passera aussi, il va faire des activités, des observations. Pardon, il y a un âge minimal pour l'évaluation orthophonique ou psychomotricienne pour... Le psychomoteur, il peut vous donner son avis même la naissance. Je plaisante, 1 mois, 2 mois. Dès qu'il y ait une entrée dans le parcours psychomoteur, il peut vous dire. Il y a des échelles pour de 0 à 2 ans qui peuvent passer. Les orthophonies, c'est un peu plus difficile. Oui. Il y a une échelle qui est aussi simple, m'indique sur le PC, qui s'appelle le Brunellesine, qui est sur Google, que peuvent faire les pédiatres. Vous posez les questions, vous montez des points, vous allez avoir est-ce qu'il y a un décalage ou il n'y a pas un décalage. Si vous n'avez pas avec vous des personnes... Et ça ne demande pas de formation parce que tout le monde le fait, même les infirmiers peuvent le passer rapidement, c'est des questions. Ceci dit aussi que vous devez avoir du temps pour la pratique. Donc, troubles de neurodéveloppement, je vous embête par ça depuis tout à l'heure. Troubles de neurodéveloppement, les troubles moteurs, les troubles spécifiques des apprentissages, des dyscalculie, des orthographies, dyslexie, dysphasie, le TSA, le TDAH, troubles de développement, troubles de communication. Donc, lorsque vous dites les parents qu'il y a un trouble, fort probablement un trouble de neurodéveloppement, vous ne spécifiez pas le TSA. Il peut évoluer vers HICOM. Le plus facile, c'est les troubles de langage. Le plus pire, c'est la déficience intellectuelle. Voilà, donc on interagit très tôt parce qu'il y a justement la plasticité cérébrale et parce qu'on peut améliorer le pronostic comportemental. Parce qu'un déficit social va donner une cascade, c'est-à-dire peu d'engagement dans la relation, donc il n'y aura pas d'expérience sociale, et donc les interactions sociales ne vont pas se faire. Et parce qu'ils ne se font pas, il y aura encore le rejet, et donc on est dans le cercle vicieux. Ça, c'est juste le parcours de l'enfant qui a été décrit par le HAS en 2019. Donc, quelle que soit l'inquiétude parentale, l'inquiétude professionnelle ou une consultation pour un suivi développemental, il faut rechercher les signes. Là, vous êtes amené à faire l'examen ORS, comme nous avons dit, orthophonique, développement moteur. Si vous avez des choses, des suspicions, donc vous allez envoyer vers une équipe spécialisée. Ce qui est intéressant pour moi, c'est lorsque vous n'avez rien. Et donc là, ce sont des enfants que vous devez poursuivre par le suivi développemental. Vous ne devez pas être rassuré 100%. À revoir, juste pour ne pas avoir des inquiétudes. Je passe rapidement la dépression, rapidement. لا خلي أستاذ لا بارك Très لا bien. بارك C'est un بارك. très bon sujet, c'est un gros. Très bien. Donc je finis juste sur une information que je voulais partager avec vous.
c'est que j'ai organisé cette année pour les médecins résidents à la base une formation continue qui est le cercle de séminaire de la santé mentale de l'enfant et de l'adolescent, mais ça a connu un grand succès parce que nous avons eu des pédiatres avec nous, des psychiatres, des psychomotriciens, des orthophonistes. Et donc, la première édition, c'était ça. On l'a nommé un jour un expert. Donc, on invitait à chaque samedi de chaque mois un expert de l'enfance et on parlait d'une thématique. On a eu des pédiatres, on a eu des pédopsychiatres, on a eu des orthophonistes, psychomotriciens, les ORL. Et donc, nous avons parlé de plusieurs thématiques et le psychologue des enfants. L'année prochaine, si ça tombe vous sur Marrakech, vous êtes les bienvenus. Ça se passe à la faculté de médecine et de pharmacie. Ça sera des colloques, c'est-à-dire non pas des matinées, on faisait des matinées, maintenant ça va être des journées, avec des séminaires, avec des ateliers, et avec des tables rondes. Donc là, le premier colloque, je vais vous transmettre les dates exactes. Donc le premier, ça sera la maltraitance et ses visas enfants. On aura les médecins légistes et on aura le juge de mineurs avec nous. En décembre, on va parler de la transition de soins entre les psychiatres et les pédopsychiatres. Donc, quels sont les troubles qui vont être acheminés vers l'âge adulte. La troisième date, c'est un séminaire à la demande de nos amis pédiatres du CHU qui ont voulu qu'on discute, et je pense que c'est le souci que vous avez, les patients qui sont à cheval entre la pédiatrie et la pédopsychiatrie. Comme par exemple l'enfant diabétique et la dépression, l'enfant en oncologie et les troubles psychiatriques qu'il y a, comme ça, donc des situations qu'on va faire. La quatrième date, ce sera les maladies somatiques chroniques entre le curatif et le psychoéducatif. On va faire des ateliers sur la psychoéducation, sur l'annonce de diagnostic et sur la psychoéducation autour des troubles. Comment trouver les bons mots pour circuler à la bonne information. Le quatrième, ça va être un peu pédopsychiatrique tout court, mais vous êtes invités entre la neuroscience et la psychanalyse, c'est-à-dire l'approche psychodynamique, comment on peut articuler en même temps la psychanalyse avec la neuroscience. C'est une formation qui est ouverte. Ça se passe à la faculté de médecine et je serais ravie de vous avoir. Quelques petites questions avant de terminer. Oui. Donc, Et voilà mes coordonnées si vous voulez me contacter. deux petites questions et peut-être une curiosité plutôt. La limite entre la dysphasie et la dyslexie. La dysphasie, c'est complètement le langage oral. La dyslexie, c'est le langage